Bonjour à tous. C'est une émission exceptionnelle aujourd'hui avec Pierre Jovanovic. Une émission réalisée ici en direct dans le studio de Care News pour les auditeurs de Care News, mais aussi filmée en vidéo pour dresser le bilan de la situation de notre pays, de la situation de l'Europe et de la situation du monde en cette période de transition. On est dans une période de transition en termes de date, pas parce qu'on est au début de l'année. On avait fait une vidéo l'année dernière qui avait battu des records d'audience, Pierre Jovanovic, et dans laquelle vous annonciez que François Hollande ne terminerait pas son mandat. Cette vidéo a été vue, revue, elle avait été enregistrée au mois de décembre 2015. Fin décembre, ouais. Voilà, fin décembre 2015, cher Pierre. Et on a vu que François Hollande, à la surprise générale, a décidé, de ne pas se représenter. Alors, il termine son mandat juridiquement, en fait. Il a sa fiche de paye de président jusqu'au mois de mai prochain. C'est ça, mais le pouvoir a été transféré à Matignon. Le pouvoir n'existe plus. Le pouvoir a été transféré à Matignon, c'est-à-dire que techniquement, aujourd'hui, François Hollande inaugure le chrysanthème. Bon, cela dit, son mandat, entre guillemets, n'est pas terminé, donc il peut encore se passer des choses, mais techniquement, il est terminé. Il est hors de course. D'ailleurs, Apolline de Malherbe, qui était sa fervente admiratrice, Apolline de Malherbe, c'est la journaliste de BFM VC, comme j'appelle, donc la chroniqueuse politique, elle était en admiration. Apolline de Malherbe, lorsqu'il a fait sa conférence de presse, vraiment qui était une surprise pour tout le monde, y compris pour ses proches, Apolline de Malherbe a parlé d'abdication. Et l'abdication, c'est quelqu'un qui renonce à son pouvoir. C'est par exemple un roi qui renonce, qui enlève sa couronne de sa tête et qui la pose par terre. Il dit voilà, j'en veux plus, je ne suis plus roi, que quelqu'un d'autre la prenne. Et c'est exactement, je pense qu'elle a très bien résumé ce que j'ai dit ici à cette antenne il y a un an, grosso modo, un an et quelques jours, on va peut-être un an et 2 semaines. Donc effectivement, alors c'est vrai que bon, il finit son mandat, mais bon, il inaugure les chrysanthèmes, il est hors de course. C'est terminé. Ça a été la surprise générale, rappelez-vous. Alors parler des médias, non pas, il y a de la désinformation ou il y a de la non-information. La non-information consiste à ne pas désinformer, mais à dire des choses vraies. Voilà, telle dame a été renversée au coin de la rue, mais à volontairement ne pas parler des vrais sujets qui pourraient mécontenter les gens ou amener les gens à s'interroger sur la validité intellectuelle de leur classe politique, c'est-à-dire l'efficacité. L'efficacité d'une classe politique, c'est un pays qui se porte bien, un continent qui se porte bien, ce qui n'est pas le cas. Et dans cette revue de presse, régulièrement dans quotidien.com, qui est votre site internet, Pierre Jovanovic, vous rappelez toutes ces chaînes de licenciement. Toutes ces informations... Et toutes les banques, surtout. Et toutes les banques. Mais tout ce qu'on va dire, là, toutes ces informations, en réalité, ne sont pas des informations secrètes. Elles ne sont pas cachées, on n'est pas dans la théorie du complot. Mais chaque information, on peut la retrouver sur des sites spécialisés, dans un site étranger. Et ce qui rend finalement le choc surtout la presse terrible, voilà, c'est l'addition de tout cela en une seule page. Et là, on voit le fait que ça soit donné en France. Là, on voit une nouvelle réalité qui émerge, en fait, qui émerge, qui est contradictoire, qui est totalement contradictoire entre ce que donne BFM VC, TF1, France 2, etc., le système d'information. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, 2016 a été l'année qui a signé l'effondrement total des médias. Et plus encore... le Brexit, Donald Trump, François Fillon. Voilà, le Brexit, Donald Trump et Fillon sont 3 exemples majeurs qui ont montré au monde entier à quel point les médias ne rapportent plus ce qui se passe dans la vie quotidienne des gens ou même dans la vie des entreprises, mais ont des partis pris totalement biaisés et ils ne fonctionnent, les médias, que pour une seule, on va dire, oligarchie. J'aime bien ce terme. Enfin, l'establishment. L'establishment, le 0,1% qui détient le pouvoir. Alors, par exemple, alors, on oublie, quand on parle des médias, on oublie les sondeurs.
très important, les sondeurs. Les sondeurs, les médias. C'est-à-dire les médias se servent des sondeurs. Et les sondeurs amènent à forger aussi une opinion, parce que beaucoup de gens votent pour un candidat. Ça ne marche plus. Ça marche quand même, parce que beaucoup de gens se font aussi une opinion en fonction des sondages. Et dire, il est bien placé dans les sondages, c'est qu'il plaît, il est en l'air du temps. Je suis moyennement d'accord. Et quelqu'un que vous connaissez... Alain Juppé, ça n'a pas marché. Quelqu'un que vous connaissez mieux, on a mieux qu'Alain Juppé, là, pour le coup. On a Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, qui nous était annoncé... qui a fait toutes les couvertures de presse. Voilà, alors entre 12, il était annoncé à 12... ou 15%, on va dire entre 12, 13, 14, 15%. Tous les sondeurs le donnaient à entre 12 et 15%. Résultat des courses, il s'est effondré, c'est-à-dire qu'il a fait moins de 3%. Moins de 3%. Ça prouve une chose, que les sondeurs sont des menteurs, ou que les sondeurs ne font pas leur travail, ce qui est encore pire, puisqu'ils donnent des résultats sur des choses dont ils n'ont même pas fait le sondage. La même chose, on l'a vu avec le Brexit, les sondeurs disaient que les Anglais resteraient dans l'Europe, et en conséquence de quoi, et que en fait le Brexit serait battu de 3-4%, tant et si bien que des traders d'une grosse banque anglaise, je crois que c'est la Lloyds, ils sont partis en vacances. Ils ont pris le week-end long. En se disant, de toute façon, ça passera pas. En se disant, voilà, ça passera pas. Résultat des courses, ils ont perdu des centaines de millions parce qu'ils ont pas été capables de réagir immédiatement à l'ouverture le dimanche du marché de Tokyo. Donc, et ça a été, on l'a vu ensuite avec Donald Trump. Christine O'Krent pérorait sur toutes les chaînes de télévision en tant qu'experte des États-Unis, où elle nous annonçait la victoire d'Hillary Clinton avec je ne sais combien de points d'avance. Tous les spécialistes des États-Unis que tous les Français ont vu défiler sur leur écran. La veille, la veille du scrutin, on a entendu des experts, par charité, on ne va pas donner leur nom. Si, donnez leur nom. Donnez leur nom. Expliquer. Il y en a un sur BFM. Il est impossible que Donald Trump gagne. Il y en a un qui est sur BFM, c'est un expert en coiffure. Il a on dirait un Iroquois. Mais les gars affirment la main sur le cœur. Hein. Je vous le dis, ce soir, c'est impossible que Donald Trump gagne l'élection demain. Hillary Clinton va avoir 10 points de plus à l'arrivée. Voilà. Je le dis. Et les gars sont réinvités la semaine suivante pour réanalyser la première semaine, comment vous estimez en tant qu'expert. Donc en tant qu'expert, je vais vous dire que c'était la bien ramassé, mais bon, non, ça ils le disent jamais. Je me suis bien ramassé, ça existe jamais. Ça. C'est pas de ma faute, c'est de la faute des sondeurs. Hein. Voilà. Mais ça n'aura pas suffi aux sondeurs. Avec François Fillon, on l'a vu. François Fillon était donné comme le troisième cheval. L'establishment, les médias ont choisi Nicolas Sarkozy et Alain Juppé comme, bien entendu, les seuls qui étaient dignes, n'est-ce pas, de finir pour le duel final. Parce que ça faisait un peu de cirque aussi, c'était bien. C'était le combat qu'ils avaient envie d'avoir. Voilà. C'était le combat qu'ils avaient peut-être envie d'en voir, mais ils oublient, en fait, techniquement. Moi, je reviens sur le cas Fillon, que je vais comparer au cas Trump, parce que ce qui change la donne aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a des meetings politiques, quand il y a des grands rassemblements politiques, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en France, maintenant, ils sont retransmis sur YouTube. C'est-à-dire que, par exemple, Mélenchon a parfaitement compris la chose, et aujourd'hui, il fait sa propre chaîne YouTube. Il est retransmis en direct sur YouTube. J'ai vérifié, par exemple, il y a 2 jours, le meeting de Mélenchon. Donc, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de filtre. Voilà, il n'y a plus de filtre. Quelqu'un ne peut pas dire il a dit cela alors que c'est pas ce qu'il a voulu dire, ou il n'a pas dit cela alors qu'il l'a dit. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est en direct avec les électeurs. Absolument. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans les meetings de Donald Trump versus Hillary Clinton. Hillary Clinton avait peut-être 3000 personnes dans ses réunions, et dans la même ville, peut-être à 5 km plus haut ou dans un autre État, Donald Trump, lui, il en avait 40 000. Et la presse américaine, les journalistes américains ne voulaient absolument pas voir ça. C'est-à-dire que malgré le patron de Google qui a bidouillé pour que Google ne donne pas les résultats de recherche sur Donald Trump correctement. Correctement.
Hein, donc voilà, vous cherchez meeting. Le correctement est important. Oui, oui. Donc Google, déjà, il y a un parti pris, il y a une manipulation de l'idée, et on veut absolument nous pousser dans une espèce d'entonnoir, et le peuple ne veut pas. Et donc là, on a assisté non seulement à la révolte des peuples, pour une première chose, mais à la défaite totale des médias. Et la grande défaite des médias, vous l'avez vu en direct avec la victoire de Donald Trump, et surtout vous l'avez vu il y a 2 jours, lorsque pour la première conférence de presse de Donald Trump, donc là, vous savez, les grandes conférences de presse américaines, je suis le président élu, il y avait 300 journalistes dans la salle, et il y avait le correspondant de la Maison-Blanche, donc accrédité à la Maison-Blanche, de CNN, qui a posé une question, et Donald Trump lui a dit vous répandez des fausses nouvelles, je ne vous répondrai pas. Mais est-ce que ça veut dire, pas. Pierre Jovanovic, est-ce que ça veut dire, Pierre, que l'année 2016 peut être résumée comme l'année de l'échec de la pensée institutionnelle? C'est-à-dire au sens, elle gagnait jusqu'à présent, jusqu'à 2016, ça passait, les gens croyaient, ou les gens croyaient un peu moins, mais enfin, ils gagnaient, voilà, on va résumer ça de cette façon, ils gagnaient. Depuis 2016, ils s'aperçoivent à travers les cas d'exemple qu'on a montrés qu'ils ne gagnent plus. Ça veut dire que l'information dite parallèle, l'information qui vient d'autre part, elle a remporté la faveur du public, qu'il soit britannique, qu'il soit américain ou qu'il soit français. C'est comme Absolument. Ça qu'on résumera. Et du coup, vous avez vu, maintenant, il y a une nouvelle campagne qui est menée par les États-Unis sur les fausses nouvelles. C'est-à-dire que Facebook... Oui, mais qu'est-ce qu'une fausse nouvelle, une vraie nouvelle? C'est relatif. Non, mais c'est génial. C'est-à-dire que le premier à bazarder des fausses nouvelles, c'est quand même le Financial Times. Oui, mais j'ai vu comment Facebook allait faire cela. C'est-à-dire Facebook allait demander à chaque personne, vous avez une information, cliquez si elle vous semble vraie ou fausse. Le New York Times, qui a présenté ses excuses aux lecteurs il y a 2 ans, le New York Times avait publié à l'époque tout un tas d'articles en disant que Saddam Hussein avait l'arme de destruction massive. Non, donc ils ont désinformé les gens. L'infirmière, ils ont balancé des fausses nouvelles. L'infirmière qui était la fille de l'ambassadeur, évidemment. Ouais. Oui, mais ça veut dire fausses et vraies nouvelles. C'est eux qui font les fausses nouvelles et qui maintenant veulent nous dire qui donne les fausses nouvelles ou pas. Non, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un candidat à l'Élysée dit je vais créer 3 millions d'emplois, c'est une fausse ou c'est une vraie nouvelle? C'est un vrai discours, mais on sait bien que c'est une fausse nouvelle, Pierre. Je vais inverser la courbe du chômage. Je vais inverser la courbe. Les Français seront plus heureux avec moi. Je vais baisser les impôts. C'est vrai ou faux? Alors là, tout le monde va cliquer. Fausse nouvelle, fausse nouvelle. Oui, tout à fait. Ça va se retourner contre eux. Voilà, ça va se retourner contre eux. Non, mais YouTube et Internet, et bien entendu les réseaux sociaux, Twitter en l'occurrence. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un président des États-Unis qui n'hésite pas, je veux dire, j'ai encore vu passer ses tweets aujourd'hui, qui balance ses infos, et il a dit Hillary Clinton est coupable jusqu'au cou. Hein, elle est dans la même jusqu'au cou. Il n'arrête pas. C'est un président qui va changer la donne littéralement, et qui va se servir des réseaux sociaux pour combattre justement toute cette oligarchie qui veut l'empêcher. Et vous allez voir le jour de son inauguration à Washington, il va se passer des choses extraordinaires. Alors c'est une émission exceptionnelle avec Pierre Jovanovic que je vous propose. Pierre, tout ce que l'on nous dit pas, comment c'est terminé finalement, comment commence 2017 et comment c'est terminé 2016? Vous êtes venu avec une tonne d'informations. Alors, on commence par quoi finalement? J'ai envie de vous dire. Là, alors, celle qui résume bien, celle qui résume bien la revue de presse, et écoutez, c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est le rendez-vous secret entre un démon bancaire, et François Hollande. Oui, non, mais je vous assure, c'est tout à fait vrai. Ouais, je suis un peu circonspect. Vous êtes circonspect, vous avez raison. Mais je pensais que François Hollande n'existait plus, qui ramassait les chrysanthèmes, là. Non, mais ça c'était une information qui est sortie de là, début janvier, et c'était un rendez-vous secret à l'Élysée. Autant où François Hollande ne ramassait pas les chrysanthèmes, n'inaugurait pas les chrysanthèmes. Avant qu'il ne démissionne, octobre. Mais c'est qui, ce démon bancaire? Alors, là, il avait dit « La finance est mon ennemi ». Hein, François Hollande, François Hollande, il y a 5 ans, lors de sa campagne électorale, le mensonge, alors pour moi c'est le mensonge socialiste à l'état pur. Je pense pas une seconde. Pour ramener à lui la colère des Français après l'explosion de Wall Street que Sarkozy n'avait bien sûr pas su traiter. Devinez qui François Hollande
a reçu à l'Élysée en grand secret, en octobre 2016, Jamie Dimon, qui est l'ancien patron de Blind Masters. Et aujourd'hui... Alors, il y a le livre sur Blind Masters. Mais... On va rappeler quand même, l'ancien patron de Blind Masters, c'est-à-dire la société qui amasse toutes les matières premières dans le monde. Entre autres. Et qui aujourd'hui est le grand patron de la banque JP Morgan & Chase. Voilà. Donc, alors, pourquoi il l'a... peut-être qu'il l'a reçu, oui, mais peut-être qu'il a reçu pour lui dire « je ne vous aime pas, je sais pas, vous êtes mon ennemi en tant que financier ». Je vous fais venir pour vous cracher à la figure. Pas ça, c'est peut-être pas le genre de ce monsieur. Monsieur Hollande est un type très sympathique. Pour le rappeler. Voilà, et peut-être qu'il est venu pour le sermonner. Il est venu, voilà, il est venu une grande leçon. Voilà, lui dire donner un peu plus d'argent. C'est tout à fait ça. Eh ben non, donc voilà, non, c'était pourquoi. Non. Et vous allez comprendre pourquoi les losers de l'Élysée ont tout fait pour que l'information reste bien secrète. Parce que vous imaginez les torrents d'injures que cela aurait déclenché sur les réseaux sociaux en France à l'époque. Alors voici ce que nous a appris le Wall Street Journal. Donc c'est pas Paris Boom Boom, c'est pas c'est Wall Street Journal, c'est le journal des c'est pas je vends mon matelas. Je vends mon matelas. Ouais, mais il y avait des vraies infos dans Paris Boom Boom. Le gars qui vendait son matelas dans Paris Boom Boom, c'était une vraie info, Pierre. Ça c'était une vraie info. C'était une vraie info. Voilà, the French President François Hollande met with JP Morgan Chase chief James Dimon pour lui demander, je vous traduis de l'anglais, pour lui demander comment attirer en France tous les emplois de Londres, de la cité financière de Londres, parce que c'était juste après le Brexit. C'est pas idiot, mais je pense. Mais on n'a pas besoin de lui demander. On sait ce qu'il faut faire. Exactement. On sait ce qu'il faut faire. Et donc, et alors ce que dit le il m'aurait appelé, je l'aurais fait gagner beaucoup de temps. Et vous aussi, on sait, voilà. Arrêtez de matraquer, voilà. Donc vous annulez l'impôt sur la fortune du jour au lendemain, vous remettez, voilà, c'est simple, non? Je pense qu'une première année d'économie, je lui aurais dit. Alors, voici ce que lui a dit monsieur Dimon. Quand tu auras enlevé tous les droits aux salariés sur le sol français, tu pourras peut-être y arriver. Et alors, écoutez bien, ce à quoi François Hollande a répondu... C'est pas la réponse que je leur ai donnée. Il a dit que les droits des salariés seront nettoyés sous son mandat ou le suivant, quel qu'il soit. Voilà. C'est ce qu'il lui a dit. Et là, on comprend mieux, parce que cette information, elle est capitale. On comprend mieux, grâce à cette info du Wall Street Journal, pourquoi Manuel Valls a déclaré l'autre jour « On m'a obligé à utiliser le 49.3 pour la loi travail ». On m'a obligé, il l'a dit. Et ce qui a stupéfié toute la classe, enfin le ce qui est totalement incroyable. Et d'abord, c'est incroyable. Et en plus, on n'est pas dans la logique, Pierre, parce qu'en réalité, pour ramener de la compétitivité des entreprises, une place financière, il faut tout simplement créer des conditions fiscales attractives. Et les grandes banques qui ont des cadres et des salariés, même si ces salariés ont des droits, si ce sont des gens avec lesquels elles ont envie de travailler, ça ne les préoccupe pas. Donc en fait, on est en train de détourner le problème. À vos auditeurs de la Baule. Quand une entreprise travaille bien et qu'elle est avec des gens avec lesquels elle se sent en confiance, que les salariés ont des droits, mais ça la dérange nullement. Une entreprise normale. Oui, mais une entreprise qu'elle veut, c'est pas être matraquée fiscalement. Elle veut pouvoir reverser des bénéfices ou des dividendes à ses actionnaires sans qu'ils soient matraqués fiscalement. Mais les droits des salariés est un faux sujet. Bah pourtant, c'est exactement... Je vous le dis en anglais. Oui, je l'ai bien lu, et en anglais. Mais ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas répondu à la question de François Hollande, qui était, lui, penser comment faire venir des grandes banques, transférer la place financière à Paris, de Londres à Paris. Et lui, il a répondu comment créer de l'emploi ouvrier en France. On dit quand tu auras enlevé, voilà. C'est peut-être ça. Alors, des emplois. Tiens, je vous le donne. Pour en faire un parc d'attractions. The chances that banks would move more employees to France were slim unless the country softens its strict labor laws. Et M. Hollande donc a réassuré M. Dimon
que les changements vont arriver. Mais il s'appelle Monsieur Desmond en plus. Oui, non, mais j'invente rien. Non, mais c'est dingue. C'est quand même. Moi, j'ai toujours dit que dans 777, j'avais dit que. Et là, on a le plus grand patron de la Banque mondiale. Le mec qui s'appelle Desmond. C'est comme le grand patron de la Banque de France, il s'appelle Monsieur Trichet. Il y a une prédestination. Il y a des prédestinations là avec les noms. Et voilà. Donc, Monsieur Hollande a réassuré Monsieur Desmond que les changements vont être faits. But it will happen under his successor. Et donc ça se passera donc avec son successeur. Voilà. Donc je préviens donc tous vos auditeurs, tous les salariés, ça va être très très chaud enfin, on ne sait pas qui va être élu, mais si c'est Fillon, alors là c'est clair que tous les salariés français vont se retrouver en slip, en maillot de bain. La suite, Pierre Jovanovic. On commence déjà. Là, c'était l'introduction. Alors ça, on n'a pas commencé le repas là. On est. Oui, mais c'est intéressant parce que dans l'apéritif. Ça démontre ce qui va se. Voilà, ça donne le vent. Ça donne le vent, effectivement. Et moi, j'avais traduit, donc si c'est pas Mélenchon ou Marine Le Pen qui seront élus, chers lecteurs, auditeurs, vous pourrez dire adieu à toutes les protections salariales que vous avez encore. L'avantage avec Fillon, effectivement, c'est qu'il est honnête. Il a toujours été honnête. Hein. Il a dit, il y a 5-6 ans, qu'est-ce que je dis, il y a 14 ans, il avait dit, je suis à la tête d'un pays qui est en faillite. On peut lui reconnaître au moins d'être... oui, mais ce qui était vrai. Oui, ce qui était vrai, absolument. Toujours aussi vrai, même encore plus vrai aujourd'hui. Ah, absolument. Alors, il y a une autre information, justement, parce qu'on rentre dans les présidentielles. C'est une toute petite information qui est passée, mais comme une lettre à la poste, si je peux dire. C'est Isabelle Couette, c'est la seule journaliste des Échos qui donne des infos, en fait, dans ce journal. Intéressante, hein, j'entendais. C'est pour ça qu'elle risque de se faire virer à cause de ça. Ainsi, le 4 janvier... Donc c'est comme la loi du 3 janvier, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui lit. Voilà. Elle a expliqué... Oui, il y a la loi du 15 août et du 15 janvier. Du 15 août, surtout 15 août, ouais. Ou du 13 juillet. Voilà. Le 13 juillet, c'est pas mal aussi. Hein. Les augmentations d'impôts, on va flasher à 110 km/h alors qu'avant on flashait à 130. Alors, les banques internationales sont en train de forcer la France d'emprunter massivement avant les élections présidentielles, parce que les banques internationales ont peur, après la claque qu'elles se sont prises avec le Brexit, après la claque qu'elles se sont prises avec Trump, que Marine Le Pen soit élue. Donc, alors écoutez bien, la France est pressée de lever de la dette avant la présidentielle. Et alors, écoutez la suite. 2017 est l'une des années les plus à risque depuis 2012. L'État va émettre près de 10 milliards jeudi, et emprunté à 50 ans. C'est-à-dire que la France, on est arrivé... la dépêche des Échos. Non, mais 50 ans, c'est plus des bons du Trésor sur 5 ans, 10 ans ou 20 ans. C'est 50 ans. Bientôt, on va faire sur 100 ans. C'est du n'importe quoi. Mais est-ce que vous réalisez on est en train d'endetter nos enfants, nos petits-enfants, juste pour pouvoir payer le chômage, les immigrés, les migrants et tutti quanti. Et le ministère de la Défense a reconnu lui-même au mois d'octobre qu'il était en faillite à partir du 12 octobre de l'année dernière. Hein, c'était en 2016. Mais c'est quand même extraordinaire. Alors, le taux français s'écarte du taux allemand, tu m'étonnes. L'État devra encore lever quelques 200 milliards d'euros cette année. Pour 2017, donc, la France, les Français, tous nos auditeurs, vous, moi, on va être endettés de 200 milliards de plus. Voilà. Et ce sont les banques privées qui vont s'en mettre plein les poches. Hein, parce que cet argent va être levé auprès de Goldman Sachs, auprès de la planche à billets japonaise, et ainsi de suite. Ça, c'est levé virtuellement. Ah non, ça, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est-à-dire que quand la France emprunte, elle met ses biens en contrepartie. Il ne faut jamais l'oublier. Oui, mais ce que je veux dire, c'est virtuellement. On n'arrive pas avec 200 milliards parce qu'ils ne les ont pas. En revanche, ce qui est réel, c'est la créance. Oui, c'est ça, bien sûr. L'argent qui arrive est virtuel, mais la créance est réelle. Absolument. La créance, tout est virtuel aujourd'hui. Hein, donc oui, mais la créance, elle est réelle, parce que si le jour où on ne peut pas la payer, ce qui est réel, c'est le château de Versailles ou c'est le château de Chambord. Exactement. On va dire, vous nous devez 200 milliards, on estime Chambord, allez, tiens, Versailles à 200 milliards, et on vous prend Versailles. Non, mais c'est exactement ça. Alors, on arrive à prêter du virtuel tant qu'on a quand même l'espoir de prendre du réel.
Oui, mais c'est pas si virtuel que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, les seuls qui peuvent prêter de l'argent à la France, c'est uniquement les pays qui utilisent la planche à billets. Le scandale, il est là. C'est-à-dire que, moi je le dis depuis 8 ans, je me bats contre ça, on a déjà parlé ensemble. La question de l'euro. Je veux dire, vous, avec l'imprimante, voilà. Avec notre imprimante Epson, là, je veux dire, on peut prêter autant qu'on veut. Les États-Unis utilisent la monnaie de singe, le Japon utilise la monnaie de singe, l'Angleterre utilise la monnaie de singe. Ils peuvent nous prêter autant qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils ont à faire, c'est appuyer sur une ligne. C'est même pas une imprimante techniquement. C'est tiens, on a. C'est un peu comme si vous êtes, je prends l'auditeur à témoin, vous êtes à découvert à votre banque, vous êtes à moins, on va dire, vous êtes découvert de 2500 €, d'accord? Et vous allez vous connecter sur l'ordinateur de la banque et vous modifiez votre ligne, c'est-à-dire que plutôt d'être à découvert de 2500, vous remettez, vous mettez 250 000 €. Vous mettez 250 000 € moi, je vais dire ça. Mais c'est exactement ce qu'il faut. Nous met 250 000 €. Oui, bien sûr, soyons là. Soyons là. Non mais c'est vrai, mais c'est exactement ce qui se passe. Le pays est en train de devenir l'esclave des grandes banques. Tant et si bien, et d'ailleurs on l'a vu, parce que c'est maintenant un grand débat, Mélenchon l'a souligné il y a 2 jours, il a dit « Je ne trouve pas normal que Marine Le Pen n'ait pas les emprunts bancaires pour sa campagne présidentielle. » Autrement dit, ce sont aujourd'hui les banques qui décident qui peut aller être candidat ou pas être candidat ou pas. Au final, c'est elles qui décident. C'est quand même incroyable. Alors, on est avec Pierre Jovanovic, on dit des choses drôles, on le dit en souriant, en s'amusant même, mais on dit des choses très sérieuses. Avec 2 informations pour commencer, puis après on va aller un peu plus loin. Première information, François Hollande reçoit dans le plus grand secret le patron de la finance mondiale, en quelque sorte, et qui lui demande des tuyaux pour faire de la France un paradis fiscal, et il lui explique que d'abord, faut libérer le droit du travail, pouvoir faire un trait sur le droit du travail. Voilà. Ce qui s'appelle pratiquement revenir au temps de l'esclavage. Peut-être pas encore, faut peut-être pas exagérer, mais à mon avis, avec les banques, on peut y arriver, ça c'est clair. Oui, on est bien parti pour. Deuxième information importante, la France lève de plus en plus d'argent et de plus en plus vite. 200 milliards, la France doit emprunter 200 milliards en 2017. 200 milliards. Et elle est pressée de le faire juste avant les élections. Dans une situation économique alors, Pierre ? Dans une situation économique je vois toutes les dépêches. Qui est absolument... Elles ne sont pas des bonnes nouvelles, j'ai l'impression. Tout ce qui est là. C'est même pas ça. Parce que je l'ai un peu lu avant. Alors évidemment, Tiens, je vais vous donner 2. Attends. La liste des licenciements. Non. C'est pas tout le temps la liste des licenciements. La liste des licenciements, elle est importante et elle donne une direction. Et la direction est fondamentalement très mauvaise. Et pour votre information, sur les 4 derniers jours, je dis bien les 4 derniers jours, j'ai eu plus de licenciements qu'au cours des 8 dernières semaines. Donc il y a déjà quelque chose ne va vraiment pas bien. Mais je vais vous donner des exemples qui peuvent être analysés. Par exemple, l'abattoir de Montauban a annoncé le 5 janvier 2017 sa cessation de paiement parce que les Français achètent moins de viande. Alors, pourquoi les Français achètent-ils moins de viande? Voilà une question qu'on peut se légitimement poser. Alors, j'ai des chiffres, j'ai des biscuits si j'ose dire. Enfin, j'ai du charolais. La production de l'abattoir a chuté de 9000 à 6500 tonnes par an. Donc, ça confirme une conférence que j'avais donnée il y a 4 ans sur ce sujet. C'est-à-dire que j'ai vu non pas des banques qui étaient braquées par des gens, mais des boucheries qui étaient braquées par des gens. Et j'avais fait une alerte il y a 4-5 ans en disant les bouchers se font braquer maintenant. Les bouchers se font cambrioler. Vous êtes dans le studio de la radio, on est à la Baule, vous savez. Au mois de décembre ici, la gendarmerie fait même des surveillances par hélicoptère sur les parcs ostréicoles qui sont au bout de la presqu'île, parce qu'il y a des vols en pleine nuit d'huîtres. D'accord. Et de moules. Voilà, donc c'est la même chose. Mais c'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, je veux dire, il y a une Avant, histoire. Avant, on volait des bijoux, quand même. Oui, c'est ça. Avant, ils volaient des bijoux, quoi. Ils attaquaient une banque ou une bijouterie, mais ils attaquaient pas ils allaient pas chercher les huîtres. Moi, j'ai vu des vols ils ont volé genre 1 tonne de patates. Du fromage, enfin on en passe des meilleurs. Mais maintenant, les gens braquent la nourriture, ce qui est le signe inévitable d'une révolution à venir. Je suis désolé. Oui, quand on arrive là, j'ai passé là. Il y a eu un blanc là. Oui, c'est vrai, quand on arrive là, c'est vrai. Voilà. Alors tiens, une autre info dans le même genre. Abattoir de Rethel
Alors c'est l'abattoir Saubévire, a été également placé en redressement. Tous les salariés sont sur la sellette. Voilà. Tiens, je vous donne un autre exemple. All Leisure Holidays. Alors c'est une grosse compagnie anglaise de croisière, vous savez, les gros bateaux là, de genre 4000, de genre HLM sur roue là. Hein, voilà. On en fabrique pas très loin. Exactement, vous les fabriquez à côté. La compagnie de croisière donc a déposé le bilan soudain. 400 vacanciers se sont retrouvés bloqués en pleine mer. Donc déjà, c'est quand même énorme. Non, mais c'est quand même surréaliste. Bon, ça dépend si c'est au cercle polaire ou si c'est au Bahamas. Non, écoutez la suite. 13 000 réservations payées, qui ont été payées d'avance par les vacanciers. Pas remboursées ? Non, c'est fini, terminé. 380 salariés sont licenciés. Alors, je vous fais pas toute la liste, mais tiens, Anderson Cancer Institute, alors c'est quelque chose. Ils ont licencié 900 médecins et infirmiers. Hein, voilà. En Angleterre, le Premier ministre a décidé de fermer 340 bibliothèques publiques sur les 5 prochaines années. Non mais, si quand un État en arrive... moi, ça me rappelle un film, je crois que c'est 41 Fahrenheit, ouais. Je crois que c'est le premier film de Truffaut, hein, où les bibliothèques deviennent des dangers. Hein, l'information est un danger. Ben voilà, là, il ferme. Donc c'est que ça. Alors tiens, en Belgique, 17,5% des Belges de 20 à 24 ans, donc les jeunes, hein, sont sans emploi, ne sont pas scolarisés et sont sans formation en 2015. C'est-à-dire, ils ne savent pas lire ni écrire quasiment. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi en Belgique, on est dans des statistiques? L'enquête PISA, en France, l'enquête PISA a montré qu'on était dans les mêmes pourcentages. Exactement, on ne doit pas être très très loin. Alors, je vous donne par exemple la Caixa Geral Banca au Portugal, une des plus grosses banques portugaises, a profité des derniers jours de décembre pour virer 2200 banquiers. C'est-à-dire du jour au lendemain, on leur dit voilà, poubelle, vous êtes licencié. Oui, vous dites banquier, c'est-à-dire employé cadre. Employé cadre. Voilà. Parce que quand on dit banquier, on croit que c'est Monsieur Desmondes. Hein. Oui, c'est ça. Pas 2500. Alors, dans le même genre, le Crédit Suisse, la banque a fait savoir en douce qu'elle allait jeter à la rue 900 banquiers de plus. Ça, c'est le Crédit Suisse, c'est quand même une des plus grosses banques suisses. Quand une banque licencie massivement maintenant, hein. Non, mais ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à voler assez d'argent chez les clients. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les clients sont de plus en plus pauvres. Donc on voit un appauvrissement général de la population, ça c'est vraiment très net. Et donc l'information est à recouper avec les boucheries, je veux dire les abattoirs qui déposent le bilan, comme celui qu'on a vu, tout à l'heure. Tiens, une autre information. En Italie, chez nos amis italiens, on n'est pas si loin que ça. Le chômage des jeunes atteint 40%. Officiel du gouvernement. Donc, quand un chiffre, c'est 39,4 exactement. Voilà. C'est complètement fou. 40% des jeunes en Italie. En Italie. On est à côté. Ça veut dire qu'il y a une crise majeure. Ah oui, tiens, tout à l'heure, on a parlé de Trump, de Fillon, etc. Mais on a oublié de parler de ce qui s'est passé en Italie. Il y a eu un vote global et Matteo Renzi a été renversé. Il a été obligé de démissionner. On s'est concentré sur là où les projecteurs étaient les plus forts. Voilà. Et alors, une autre information qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, deux choses. Et c'est extrêmement symbolique, je trouve. Vous me donnerez vos commentaires parce que, en tant que patron de presse, la Voix du Nord, le quotidien du Nord bien connu et qui avait pris position en décembre 2015 en demandant à tous ses lecteurs de ne pas voter pour Marine Le Pen, a fait savoir, un an plus tard, qu'il licenciait 178 salariés et journalistes en raison de la baisse des ventes et de la publicité. Alors voilà, donc voilà un journal qui refusait de voir la crise, refusait de voir la vie quotidienne des Français, refusait de voir que quand un abattoir fait faillite, c'est parce que les Français n'ont plus d'argent pour acheter de la viande pour leur petite famille. Hein, je trouve ça quand même extrêmement significatif comme information. C'est une société qui fait faillite, ça requiert d'autres, une analyse un peu plus poussée. C'est quand même pas on a des cas, et oui, il y a des familles qui sont très pauvres, qui peuvent pas acheter de la viande. Ça peut faire sourire certains, mais il n'y a pas de quoi sourire. Mais non, il n'y a pas de quoi sourire du tout. Je veux dire, moi, je trouve ça très grave.
Il y a vraiment des cas où on serre vraiment la ceinture à partir... Avant, c'était le 20 du mois, après, c'était le 15, et maintenant, c'est le 10 du mois. C'est ça, le 10, absolument. On a les mêmes informations. Et dans le même genre que La Voix du Nord, donc qui est obligé de virer quasiment 200 journalistes et administratifs, le journal Marianne, qui s'est mis en cessation de paiement, qui est quand même géré par monsieur de Chaise-Martin, qui est tombé de sa chaise pour le coup. L'ancien patron du Figaro. Pas fait exprès, mais elle est drôle. C'est l'ancien patron de bras droit de Robert Hersan, qui était son grand gestionnaire. Ancien patron de la 5 aussi. Exactement. Alors, l'URSSAF de la Picardie a montré que la région a perdu plus de 400 postes rien qu'au mois de juillet et août. 400 postes, 400 chômeurs donc. En Pologne. Donc juillet-août, c'est une bonne région. En général, on perd pas parce que dans des zones parce qu'il y a les comme la Picardie, il devrait y avoir les salaires d'État. 400 pertes nettes de 400. Voilà, donc ça veut dire que c'est bien plus important maintenant. Voilà. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure, et puisque ici on est concerné par les bateaux et les grands paquebots de croisière, Princess Cruises, donc là aussi c'est un géant des croisières, donc célèbre opérateur de croisière, a jeté à la mer, pour le coup, 61 de ses informaticiens et a délocalisé tous leurs postes, donc toute leur informatique, ils l'ont délocalisé dans un pays pas cher. Voilà. Donc et tout est en Inde. Au Bangladesh. Ouais, au Bangladesh ou un truc comme ça, quoi. Voilà. C'est extraordinaire. Et je pense que j'en ai dans le tas là. Je crois que j'en ai un autre de grands spécialistes des croisières. Mais bon, tiens. Pour tous vos auditeurs qui sont débranchés haute fidélité. Vous avez le fameux constructeur d'enceintes Tannoy. Donc, eh bien, ils ont délocalisé leur fabrication aux Philippines. Et donc, ils ferment leur usine de Coatbridge qui était en Écosse, où était fabriquée la célèbre enceinte Prestige qu'on retrouve dans toutes les radios, justement, qui équipait toutes les radios France, les grandes radios européennes. Alors, voilà. Donc, tout ceci est quand même très éloquent. Et on en a 100 de plus. Il suffit d'aller sur quotidien.com, vous allez voir toute la liste. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Yannick, toute cette liste de licenciements? Tous ces gens qui ne peuvent plus acheter de la viande, et du coup, tous les abattoirs soit licencient, parce que ça, avant d'être en cessation de paiement, ils ont quand même licencié 20 personnes, puis 30, puis 40, et ainsi de suite, quoi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a deux lectures. On pourrait dire ça va de plus en plus mal et puis s'arrêter là et se lamenter, Pierre. Mais moi, je vous interrogeais, est-ce que le monde n'est pas en train de s'inverser parce que vous allez dans d'autres pays, hors zone euro, vous allez en Afrique, vous allez en Afrique du Nord, vous allez en Asie. Là, vous voyez des nouveaux chantiers, des créations d'emplois. Vous ouvrez la presse dans des pays. Telle usine arrive, va créer 500 emplois. Tel autre investisseur a décidé de créer 100 ou 150 emplois. Et on voit que, comme les saisons, comme le climat, eh bien, on a connu quelques siècles de beau climat. Et que la saison est en train de changer. Alors, ma question, et je n'ai pas la réponse, et je vous interroge, vous, parce que vous connaissez bien ce sujet, j'ai deux hypothèses. Est-ce le monde qui s'inverse? Ce qu'on perd en France, tel un vase communicant, c'est l'usine qui se crée à Tanger, l'usine qui se crée à Saigon, voilà. Ou est-ce qu'il y a un appauvrissement de la planète? Je n'ai pas la réponse. Alors, des idées, mais j'ai pas. Non, la deuxième hypothèse est intéressante, mais en fait, elle va avec le premier. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Monsieur le ministre des Finances, Gabriel, a reconnu qu'aujourd'hui la dislocation de l'Union européenne est tout à fait possible parce que l'Union européenne était conçue uniquement pour favoriser l'Allemagne, l'emploi allemand et l'économie allemande. Autrement dit, ce sont les économies de la France, de l'Espagne, de l'Italie qui ont servi à renforcer l'Allemagne aux dépens de tous les Français, les Espagnols, les Italiens. Première chose. Deuxième chose, je pense, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le coup, pour comprendre que quand Renault donne de l'emploi à 20 000 personnes ou à 200 000 personnes en France, cela crée des richesses en France. Maintenant, si Renault licencie ces 200 000, parce qu'on les a pas vus.
Parce que techniquement, ils nous ont fait à la technique du voleur chinois. C'est-à-dire que... On le déplace petit à petit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire et progressivement... Et oui, mais c'est intéressant ce que dit le voleur chinois. Il déplace. Il déplace. Il n'a pas supprimé, il n'a pas volé d'un seul coup, il a déplacé avant de voler. Il a déplacé, donc, mais ça veut pour dire un coup de travail, à Tanger. À Tanger, mais qui techniquement... Quand vous arrivez à Tanger, vous avez des kilomètres de Renault. D'accord, mais qui n'engraissent qu'une partie... D'ailleurs, les gens là-bas, ils ne sont pas spécialement plus riches, mais c'est la destruction des pays occidentaux. Ça on y assiste, ça c'est clair. Et à partir du moment où un pays ne fonctionne pas en autarcie, et ça c'est quand même l'ancienne école colbertiste, ou même de Ayn Rand, qui est le socle de réflexion de tous les économistes américains, si un pays n'arrive pas à vivre déjà dès le départ en autarcie, c'est-à-dire produire toutes les voitures, tous les camions, tout ce dont il a besoin lui-même, et le gouvernement l'achète, ou les habitants, les citoyens l'achètent, eh bien cela ne va pas. C'est-à-dire la France est en train de se transformer en un musée où les touristes viennent pour contempler la Tour Eiffel, et bientôt je pense qu'une grande majorité des Français seront encore plus pauvres. D'ailleurs, il y a un autre indicateur, Yannick, et tous vos auditeurs le savent, c'est les restaurants du cœur. Je veux dire, si vous prenez le nombre de repas... Ça marche bien. Hein. Oui, alors ça, ils sont en augmentation constante en termes de... Et vous avez vu que même les restaurants du cœur se font braquer, se font cambrioler. Ah bah ici, le secours populaire, le secours populaire se fait braquer. Je veux dire, Attends, moi j'ai vu les croquettes pour chiens être braquées d'un refuge de SPA et de chats. C'est purement scandaleux. C'est purement scandaleux. Le pays, la France est dépouillée aujourd'hui d'un côté par l'Allemagne, de l'autre par l'euro. Bon, c'est exactement la même chose. Et par une politique migratoire qui est destinée à ne favoriser que les multinationales, afin que les salaires ne bougent pas. Voilà. Moi, en tant que journaliste, quand je vois les salaires des journalistes aujourd'hui à Paris, et quand je vois les salaires que j'avais moi à l'époque, de la grande presse, on va dire, je veux dire, ils sont payés au prix des stagiaires aujourd'hui. C'est absolument pas tous. Pas tous, mais la grande majorité. Mais ils défendent justement la politique libérale. C'est encore plus extraordinaire. C'est-à-dire que c'est la victime qui défend son bourreau. C'est quand même fou. On est dans une situation complètement dingue, et c'est là où le peuple s'est révolté contre les médias, contre les sondeurs, et c'est ce qu'on a vu en 2016. Ça a été la grande révolution. Et lorsque Trump a envoyé se promener le journaliste de CNN, alors là, il a ouvert la porte à la plus grande haine contre les journalistes officiels, on va dire, qui va se déchaîner tout au long de l'année 2017. Voilà ce que je vous donne comme prédiction, entre autres, pour 2017. Alors, est-ce que c'est efficace ou non, cette révolte des peuples auquel on assiste? Parce qu'en réalité, la matière économique reste quand même là. Et quand on emprunte 200 milliards... on doit ces 200 milliards, que l'on se révolte ou que l'on ne se révolte pas. Et nous, on n'a pas la planche à billets. Donc, on n'a pas la planche à billets. Nous, on rembourse en château, en vin. Il faut trouver une solution qui soit intelligente pour ne pas avoir à rembourser en château et en pierre parce que c'est notre patrimoine, et à rembourser notre dette parce qu'on est des gens corrects et civilisés sur de l'argent que l'on a emprunté. On emprunte de la photocopieuse quand même, faut le rappeler. Moi, je trouve que ce sont surtout nos politiques qui sont des vrais enfoirés, à ne pas dénoncer la politique de la planche à billets. Certains le font. Qui ? Vous avez Nicolas Dupont-Aignan, vous avez Jacques Miard qui le fait, vous avez des... Jacques Miard... il y en a qui le font. Oui, mais il le dit, voilà. J'ai pas souvent entendu Dupont-Aignan parler de la planche à billets. Du moins, c'est pas vraiment son sujet de prédilection. La seule, d'ailleurs, techniquement, qui en ait parlé, c'était c'était, je crois, il y a 4-5 ans, c'était une émission de France 2, je crois que c'était Marine Le Pen, face au crâne d'œuf de France 2, qui lui a dit non, Madame Le Pen, les États
États-Unis ne fabriquent pas de planches à billets. C'est le mec, on voit le journaliste économique qui s'y connaît, quoi. Alors Mélenchon l'a même dit. Mélenchon parle, c'est exact. Mélenchon en parle. Il en parle de plus en plus. Vous avez raison de le souligner. Je l'ai entendu lors de sa conférence il y a à peu près 2 mois. Il en parle. Et il parle même du passage des États-Unis en mode monnaie de singe depuis 1971. Il y a eu même il s'exprime un peu moins maintenant, il va sur d'autres sujets, mais il n'y a pas très longtemps, Jean-Pierre Chevènement aussi, des gens comme ça. Mais ça reste très marginal. C'est très marginal, on est d'accord, c'est très marginal. Le jour où on entendra François Fillon dire « Je refuse la politique monétaire de la planche à billets, de la politique de planche à billets du Japon, des États-Unis et de l'Angleterre », là je pense que ça sera une grosse révolution, et là je pense qu'il va se prendre toute la presse aux ordres des Américains. Oui, mais là ça veut dire sortir de l'euro. La refuser, ça veut dire clairement sortir de l'euro, retrouver son indépendance monétaire. L'Union européenne fabrique sa souveraineté monétaire. L'Union européenne a dit, monsieur Draghi a dit qu'il allait fabriquer tout au long de 2017, qu'il allait faire 80 milliards de monnaies de singe chaque mois pour acheter uniquement les actions américaines ou Apple, etc. et acheter des obligations des sociétés françaises ou espagnoles ou italiennes jusqu'en juin. Et à partir de juin ou juillet, il va passer à 60 milliards de monnaies de singe. Oui, mais Pierre, acheter des entreprises, c'est pas de la monnaie de singe parce qu'on rachète des brevets et de la technologie. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'une banque centrale achète avec de la monnaie de singe les obligations d'une entreprise française qui est cotée en bourse? Mais c'est aberrant. C'est aberrant, on est dans une situation totalement aberrante. C'est normal qu'une banque centrale essaye de le faire. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'un État souverain... Ce qui n'est pas normal, c'est qu'un État souverain accepte de laisser vendre ses brevets par une banque centrale. C'est comme si moi je venais... Vous avez une très belle pochette sur votre veste. Là, je montre. Cette pochette a une certaine valeur. Si avec cela je fabrique une monnaie de singe, je marque 50 dessus, je dis voilà, je t'achète mon cher Pierre pour 50 cette belle pochette. 50 uriens. Voilà, pour 50 uriens cette belle pochette. Moi, je suis dans mon droit à essayer de fourguer ma monnaie. Oui. Et vous êtes tout à fait dans votre droit de me dire ton bout de papier ne vaut rien. Absolument. Je veux de l'or. Voilà, je veux de l'or. Voilà. Mais si, mon cher Pierre, vous me tendez la pochette et vous prenez mon bout de papier et je repars avec la pochette, vous serez un couillon. Mais c'est exactement ce que De Gaulle avait dit. Mais c'est pour ça que je fais cette référence. Mais celui qui a le plus trahi la France, pour illustrer ce que vous venez de dire, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Les Américains, en 1972, étaient persuadés que la France... Ministre des Finances. Oui, que la France n'accepterait pas que les États-Unis passent en mode planche à billets uniquement. Et ils étaient persuadés que la France et Valéry Giscard d'Estaing allaient s'y opposer. Et donc ils l'ont travaillé au corps, c'est le cas de le dire. Donc la CIA a fait un travail colossal. Et Valéry Giscard d'Estaing ne s'y est jamais opposé. Si le travail au corps a amené jusqu'à faire des accidents avec les laitiers au petit matin. Exactement. C'est passé comme une lettre à la poste. Et à partir de ce moment-là, nous avons été mis en esclavage. C'est-à-dire qu'effectivement, on a accepté ce que vous venez de faire. Voilà, la France a accepté. Les hommes politiques français et acceptent toujours. C'est ça que vous avez illustré là dans votre exemple. C'est ça que vous avez illustré. On accepte toujours la monnaie de singe des États-Unis. Alors qu'aujourd'hui, on devrait leur dire... Parce qu'en réalité, comme tous les politiques... Parce qu'en réalité, je reprends... Attendez, moi j'y tiens ce bout de papier, vous allez le jeter. Attendez, c'est ma monnaie, c'est toute ma valeur. Il me jetait mon petit bout de papier que j'ai déchiré. Quand tous les politiques vont à Las Vegas, vont à la French Tech, en applaudissant, en disant c'est fantastique, nos entreprises françaises, nos startups créent des brevets, etc. Un brevet, ça vaut de l'argent, c'est un savoir-faire. Bien sûr. Mais en réalité, derrière cette French Tech, l'espoir de tous ces entrepreneurs qui sont là-bas, c'est de faire rentrer, grâce à des levées de fonds dans leur capital, des fonds de pension américains, qui arrivent avec de la monnaie de singe, mais qui repartent avec des vrais brevets. Absolument. C'était le cas d'Alcatel. C'était le cas d'Alcatel. C'est pour ça que les Américains ont forcé le rachat d'Alcatel, parce que Alcatel avait, je le dis souvent, le plus grand nombre de brevets sur l'exploitation de la fibre optique en termes de signal numérique. Alcatel était numéro 1 des brevets sur la fibre optique. Et ils ont obligé le rachat d'Alcatel, ou une fusion entre Lucent Technologies et Alcatel. C'est incroyable. Mais ils voulaient les brevets.
Ils ont exigé les brevets. C'est pour ça qu'il y a eu cette opération qui était menée, qui d'ailleurs était contrôlée par la CIA à l'époque. Les gens de la DST s'y sont opposés, mais les politiques ont laissé faire. La DST à l'époque, c'était la direction de la surveillance du territoire. C'était le contre-espionnage. Qui est rue des Saussets, si mes souvenirs. Bon, non, ils étaient dans une tour, rue Nélaton. Est-ce que la plupart de nos concitoyens n'ont-ils pas déjà compris ce que l'on dit à travers ce réflexe inconscient qui est cette ruée vers la pierre? Ah bah si, clairement. Clairement, je veux dire, ils se rendent bien compte. Il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui sont informés. La preuve en est, c'est que la grande révolution du peuple, des peuples de 2016 n'aurait jamais pu se passer si les gens ne s'en étaient pas rendus compte. On s'est promené aujourd'hui par exemple à la Baule et on voit par exemple que il y a pas assez d'offres par rapport à la demande. Je résume. En matière de logement. En matière de logement, en front de mer, j'entends. Voilà, oui. En front de mer, parlons de choses sérieuses. En front de mer, il y en a pas. Et les gens, c'est normal qu'ils veulent protéger leurs économies qu'ils ont acquis à la sueur de leur front. Ça me paraît d'une légitimité absolue. Aujourd'hui, l'État ne fait que monter les impôts. Tiens, je vous donne un autre exemple. En l'espace de 5 ans, à Paris, là je parle de Paris sous Madame Hidalgo, etc., les impôts sur les bars, les restaurants cafés qui ont des terrasses, etc., les taxes ont augmenté de 500%. 500%. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Et c'est normal, madame. Ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, donc c'est tout à fait normal. Tout ce qu'ils savent faire, c'est inventer des taxes. C'est la grande spécialité des députés. Il y a un député qui m'avait dit un jour, je vois mes collègues, ça les fait jouir d'inventer un impôt sur lequel ils vont mettre leur nom. Ça s'invente pas un truc comme ça. Enfin voilà, c'est l'impôt machin, l'impôt bidule, et j'en passe, c'est des meilleurs. Oui. C'est le plaisir, donc ça s'approche du sadisme. Non, c'est l'ego, c'est-à-dire... Non, c'est du sadisme. Oui, il y a aussi une part de sadisme. Moi, si je suis député, je prendrais un plaisir immense à inventer l'abrogation d'une taxe. Tout à fait. À inventer quelque chose qui rend heureux les gens. Là, je prendrais du plaisir. Alors, emmerder le monde, non? Alors là, j'ai une info pour répondre à votre question précédente, Yannick. Oui, comme ça, on va terminer, on va aller un peu... On va essayer de... Parce que là, c'est important. C'est une statistique qui confirme ce qu'on a vu en France. J'ai donné une information similaire il y a à peu près un mois et demi sur la revue de presse. Alors, c'est deux informations qui se recoupent. Selon les dernières statistiques du Bureau Labor Statistique, donc 98 millions d'Américains n'ont pas de travail sur une population de 320 millions. Alors que vous avez les économistes sur les télévisions, n'est-ce pas, qui vous disent qu'aux États-Unis, il n'y a que 5% de chômage, qui est un mensonge absolu. Aux États-Unis, il faut savoir que... Quelle est la grille de calcul Non, mais voilà, c'est ça. Si vous travaillez 5 minutes par semaine à laver une voiture, si vous n'êtes plus dans les statistiques du chômage... Voilà. Mais écoutez la suite. Aujourd'hui, vous avez à peu près 40%... c'est-à-dire qu'en fait, une statistique qui remonte, qui vient d'égaler celle de 1940. 41% des jeunes Américains, et ça va jusqu'à 34 ans, là c'est de 18 à 34 ans, 41% des Américains de 18 à 34 ans habitent chez papa et maman. À 34 ans, ils habitent chez papa et maman. Et en France, on a exactement la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a un film qui est sorti il n'y a pas très, très longtemps. Je ne sais plus quelle actrice qui retourne habiter chez sa mère. C'est sorti il y a 3-4 mois. Je crois que c'était avec Balasco. C'est un film de Balasco, de Josiane Balasco. Donc, c'est absolument hallucinant de voir que les jeunes ne peuvent pas quitter leurs parents à l'âge de 19 ans ou 20 ans, habiter même leur propre studio. Ils n'ont pas les moyens d'habiter leur propre studio, d'avoir une vie sexuelle indépendante de la maison de leurs parents. C'est quand même absolument énorme. C'est pour ça qu'on quitte les parents. C'est pour vivre son propre couple, techniquement. Et retourner chez papa et maman, ou rester chez papa et maman jusqu'à l'âge de 35 ans, c'est la génération Tanguy qui est étendue, là, pour le coup. Parce que Tanguy, il s'en va à 25 ans, lui.
Là, on a gagné 10 ans. Il est chassé à 25 ans. Oui, il est chassé à 25 ans. Là, ouais, c'est ça. Là, maintenant, aux États-Unis, c'est jusqu'à l'âge de 34 ans. C'est quand même extraordinaire. Et précisons, parce que là, cette histoire est une anecdote. C'est comme ça que John Paulson est un financier américain, qui a fait un don d'1 million de dollars à Carla Bruni, Madame Sarkozy, lors de leur premier voyage à New York. Comme ça. Bon, c'est intéressant. Monsieur Paulson s'est enrichi. Il a justement parié contre les subprimes. Il a dit Wall Street va exploser, les gens ne rembourseront pas leur crédit. Il y a un film qui raconte toute cette histoire. Non, pas il s'est basé sur les statistiques. Oui, c'est exact. Il s'était basé sur les statistiques. Oui, mais les statistiques sur lesquelles il s'est basé, c'est les enfants qui ne quittent pas leurs parents. Et c'est justement cette statistique-là. Et à son époque, c'est-à-dire en 2007, les statistiques n'allaient pas jusqu'à 34 ans. Ça allait jusqu'à 24 ans. Donc là, c'est 10 ans de plus. Mais c'est énorme. C'est énorme. Pareil en France. On dit cela depuis quelques années. La situation s'aggrave, s'amplifie. Et pourtant, on nous répète souvent, on me fait parfois cette réflexion. Oui. Je sais qu'on vous l'a fait. Bon, ok, vous nous dites que ça va pas, mais en tout cas, il y a toujours autant de monde dans les hypermarchés. Et les frigos sont pleins. Si vous discutez avec les vigiles, de supermarchés, ils vous diront qu'il y a 2-3 ans, la fin du mois, d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, la fin du mois c'était vers le 20, et maintenant c'est vers le 10. Voilà ce qu'ils vous disent. Oui, mais on regarde ça avec une certaine distance. C'est les gens qui ont un travail qui disent ça. Voilà. C'est uniquement ceux qui sont quand les choses ont-elles basculé, et quand ceux qui disent ça ont le sentiment encore d'être majoritaires. Il y a encore du monde sur les routes, des gens qui partent en surtout à la boule. Là, vous êtes dans un environnement privilégié. Mon cher Pierre, on va dans le Morbihan aussi, on va du côté au Pays de Ré, à Saint-Brévin, etc. Non, mais Yannick, quand les choses vont-elles basculer? La France emprunte 200 milliards cette année. Oui, mais pour l'instant, pour payer les gens. Sur la balance, Pierre, sur la balance, il y a plus de gens qui ont le sentiment d'aller bien, de gens qui ne vont pas bien, comme on l'a dit, ceux qui finissent leur mois, le 10 et tout. À partir de quand la balance va-t-elle basculer? Parce que c'est au moment où cette balance sera majoritaire, il y aura plus de gens qui auront ce sentiment de ne pas aller bien et cette fois-ci de vraiment aller très mal, que là, je vais prendre ce mot, que ça pètera. Voilà. On discute avec Pierre Jovanovic, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, je tiens à préciser que... On est d'accord. On est d'accord. Je tiens quand même à préciser que j'avais commencé ma revue de presse le 20 février 2008 et j'avais annoncé l'explosion de Wall Street qui a eu lieu 6 mois plus tard. Donc l'explosion, elle a eu lieu. Maintenant, on vit l'effondrement des tours du 11 septembre au ralenti, c'est-à-dire étage par étage, ça descend. Alors, et je vais vous donner 2 exemples. En 2009, on vous disait, Monsieur Minck, Monsieur Sarkozy disait, on a sauvé les banques, on a sauvé la Grèce. Résultat, ils n'ont rien sauvé du tout. On découvre en 2016 que les bilans de la Montepaschi étaient truandés, que les bilans de la Unicredit sont truandés, et que le peuple italien, 14 milliards d'euros ont été pris au peuple italien pour sauver la banque, pour nationaliser la banque Montepaschi au mois de décembre 2016. Et à quelle date, je vous le demande? Le 22 décembre. Juste au moment où les Italiens faisaient leurs courses. Alors, c'est pas du tout innocent. Alors, si vous pensez que tout l'argent du peuple français doit être pris plutôt que pour financer les lycées, les gendarmeries, les hôpitaux, etc., uniquement pour sauver ces putes de banques, mais excusez-moi, mais moi je suis révolté. Et c'est pas parce que il y a des gens qui refusent de voir que d'autres, que le pays est dans une situation absolument catastrophique et qu'ils font tout pour tout mettre sur le tapis pour qu'on le voit, et qu'on emprunte 200 milliards rien que cette année. C'est désastreux. Non seulement on emprunte 200 milliards, mais en plus on prend l'argent des Français. Les frais bancaires ont augmenté, de gestion de compte ont augmenté de 20%. Est-ce que ces 20% vont être pris, par exemple, par l'INSEE pour calculer l'inflation? Non. Évidemment, les Français sont ratiboisés par une classe politique qui est possédée par les banques. Vous le savez très bien, on le sait tous. Voilà. Tout est résumé. Oui.
tout est résumé dans le livre. Je vous fais un peu de pub parce que vous êtes éditeur aussi. Hein, je suis directeur littéraire, moi, je suis surtout avant tout écrivain, quoi. Enfin journaliste, écrivain, oui, on va dire. Voilà. Ouais. Mais dans le livre d'Héloïse Benamou, absolument, merveilleux, absolument, incroyable, l'enquête qu'elle a menée. Absolument, elle a un courage. D'abord, en plus, elle a un courage comme ça. Mais c'est ça. En plus, elle est comptable, donc c'est vraiment son métier. Et là, elle montre à quel point nous, c'est vrai. Moi, quand je regardais la fiche de paye, je voyais tous les trucs qu'on nous retenait. Moi, je pensais que ça allait dans un pot commun pour le plus grand bien de tous. Et on découvre avec le livre d'Héloïse Benamou que tout ça va dans les poches des banquiers de Wall Street, hein, et que ces enfoirés du RSI, hein, est-ce que vous savez de combien ils se sont fait rincer, le RSI, après le 29 septembre 2008, quand Wall Street a explosé, hein, le jour de la fête des anges, je le rappelle, des archanges même. 4 milliards, ils ont perdu. 4 milliards, chers auditeurs, hein, pour les commerçants, les professions libérales qui nous écoutent. 4 milliards de vos cotisations, ces bandes d'enfoirés du RSI, ils ont perdu à Wall Street le 29 septembre 2008. Et c'est pour ça qu'ils ont pété un plomb. C'est pour ça qu'ils font n'importe quoi pour essayer de récupérer l'argent. C'est pour ça qu'il y a des... Là, je vois encore, il y a des retraités, ça fait 1 an qu'ils attendent d'être payés de leur retraite du RSI. Et les mecs, ils ont cotisé, mais des sommes colossales, et ils se retrouvent avec 300 € par mois. Non mais attends, mais c'est écœurant. C'est absolument écœurant. Les gens n'arrivent même à dire... L'argent de la Sécu est joué en bourse. Mais Pierre, il y a les commerçants, les artisans qui en arrivent même à dire au moment de leur retraite, si on n'avait rien cotisé, on avait tout mis dans une boîte en carton... On se porterait mieux. On aurait eu plus. Ben justement, ce que vous venez de dire est à mettre en parallèle avec ce que vous disiez. Les gens disent « Ah mais non, tout va bien, tout va bien ». Il y a des gens qui ne veulent pas voir, qui vivent dans un déni, voilà. Hein, qui vivent dans le déni. Mais qui prolongent même le déni avec une forme de mépris. Si encore c'était « tout va bien », bon, on pourrait dire, de leur point de vue, ils ne voient pas que ça va mal. Oui. Vous savez, vous pouvez en toute honnêteté être au Champ de Mars et ne pas voir la Tour Eiffel. Si vous tournez dos au Champ de Mars, non pas vers la Tour Eiffel, vous dites « je suis sur le Champ de Mars, il n'y a pas de Tour Eiffel », en toute honnêteté, vous ne voyez pas la Tour Eiffel, donc vous pensez que la Tour Eiffel n'est pas là. Il faut attendre que quelqu'un vous tourne et vous dit « regarde, de l'autre côté, tu as la Tour Eiffel ». Ça peut être ça. Oui. Mais il prolonge cette forme de déni en n'admettant pas que leur position leur permet de penser que tout va bien et qu'avec un peu d'information, un peu de culture, voilà, ils vont voir que tout va bien. Ils rajoutent toujours, avec cette fois-ci du mépris, mon bon monsieur, pas en France. Oui, c'est ça. On n'est pas au Zimbabwe quand même, on n'est pas au Togo. Mais si. On n'est pas au Zimbabwe chez monsieur Mugabe, roi de la planche à billets, hein, bien connu, au Zimbabwe. Tellement roi qu'il vient de rembourser toutes ses dettes au FMI avec la satisfaction du FMI. Ah bah, c'est-à-dire qu'il l'a fait sur le dos du peuple. Voilà. Il l'a fait sur le dos du peuple. Voilà. C'est-à-dire le peuple. Vous savez ce que le peuple a été obligé de faire? Le peuple a été obligé de quitter tous les postes qu'ils occupaient. Ils sont tous allés soit au champ, soit creuser dans les mines pour sortir de l'or. Voilà comment il a remboursé monsieur Mugabe à la sueur du front de ses citoyens. Après avoir confisqué des fermes et des terrains à des fermiers blancs qui ont dû être obligés de partir. Et il a dit je hais les blancs. Il a dit je hais les blancs. Et pour les faire partir, vous savez quelle est la méthode qui a été utilisée, cher Pierre? Non, dites-moi. En pleine nuit, des nuits entières, ils venaient avec de la musique et du tam-tam, des insultes, créer des conditions d'insécurité. Et puis les animaux, ça rendait les animaux complètement dingues. Voilà, et faire en sorte que quand la jeune fille sort pour aller à l'école, elle soit suivie. Il y a une tentative, on va dire, de viol. Ah non, mais je crois qu'il y a même des viols. Il y a toute une série de j'ai dit dans le meilleur des cas. Non, je crois qu'il y a toute une série de viols au Zimbabwe. Pour que la famille en arrive au bout de 15 jours, ou au bout d'un mois, à se dire à craquer, vaut mieux qu'on parte avec notre valise et qu'on leur laisse. Voilà, on vous laisse la ferme. Les choses se sont passées. Et d'ailleurs, ils ont laissé la ferme et les animaux ont crevé parce que tous ces crétins ne savaient absolument pas comment s'occuper des animaux, comment gérer une ferme. C'est ça qu'il faut dire, parce que ça, effectivement, j'avais lu un grand papier là-dessus dans le Télégraphe de Londres, mais c'est un vrai scandale, des milliers de vaches qui ont crevé la faim et qui ont souffert parce qu'il n'y avait personne pour les traiter. Et voilà, ça, là, on parlait du roi de la planche à billets, monsieur Mugabe. Et voilà donc une émission exceptionnelle avec Pierre Jovanovic, économiste, écrivain. On fait une pause. Non?
On y va, on continue, on va jusqu'à la fin, cher Pierre. Voilà, parce que on ne fait jamais de pause ici, on n'est pas sur une autoroute. D'accord. Alors, il y avait... là aussi, ça s'est passé, comme par hasard, le dernier jour de décembre. Quand je dis dernier jour, c'est vers le 22, 23, enfin juste avant Noël. Hein, c'est intéressant. Alors, non, parce que c'est une information qui est tellement dingue que j'ai été obligé de la vérifier à 4 fois et tout est exact. Alors, figurez-vous que c'est toujours à la fin du mois de décembre que les grandes affaires d'escroquerie financière sont révélées. Ce fut le cas de Madoff, c'est aussi le cas de monsieur Mark Nordlicht, Uri Landsman et David Levy, arrêtés pour escroquerie. Mais attention, ce ne sont pas les banquiers, ce sont des gestionnaires de hedge funds. Alors voilà, depuis donc 13 ans, la Platinum, ça s'appelle Platinum Partners, elle a réussi à amasser 1,7 milliard de dollars de 650 clients, majoritairement dans la communauté juive de New York, pour les gérer afin qu'ils rapportent de l'argent. Hein. Là, comme Bernard Madoff, le trio n'a pas pu rendre l'argent aux clients mécontents qui ont voulu sortir leurs avoirs. Et leurs avoirs, la Platinum ne les avait plus. Alors, écoutez la suite. La justice a traîné l'affaire, la justice américaine a traîné l'affaire depuis 2015 afin que cela sorte le plus tard possible. Parce que ça touche la communauté juive de New York, donc voilà. Mais en novembre 2016, les carottes étaient cuites, d'autant que les dirigeants qui étaient mis sur écoute par le FBI avaient commencé à faire des plans pour s'enfuir en Israël. Et à partir de là, ils ont été arrêtés. Mais avant, les enquêteurs ont découvert toute une série de poupées russes, des véhicules financiers, comme on dit, aux États-Unis, aux îles Caïmans, au Texas, qui permettaient aux gestionnaires là, de ce hedge fund, 1,7 milliard quand même, hein, c'est pas les petits escrocs à 200 euros, hein, de continuer leur cavalerie et de voler l'argent aux clients avec des faux bilans. Alors donc c'est juste une autre affaire Madoff. C'est même une gigantesque affaire Madoff, hein, c'est une affaire Madoff bis dans la communauté juive américaine qui, dans l'histoire, va se retrouver à nouveau en slip. Voilà, donc vous pouvez avoir plus d'informations dans le New York Times et surtout dans le New York Post qui vous montre, qui nous a révélé, écoutez bien, parce que là c'est le summum, que l'affaire avait commencé cet été quand le gérant de Platinum a essayé de corrompre le chef des prisons de la ville de New York. Donc là, le mec qui finit en prison, là il va pouvoir essayer de le corrompre. Mais voilà, là on a la faillite d'une énorme compagnie de hedge funds qui gère 1,7 milliard de l'argent des clients. Pas un mot, nulle part, sauf bien entendu dans les presses locales, on va dire New York Times. Bon, c'est une presse locale. Bah, c'est une presse locale, hein. La dimension internationale. Oui, mais pas un mot, nulle part. Voilà. Et c'est encore un. Et il y a beaucoup de clients européens dans le tas. Ça se trouve, vous avez même des gens ici qui... C'est épouvantable. C'est épouvantable. Moi, j'arrive pas à comprendre comment les gens confient leur argent à des sociétés extérieures dont elles n'ont même pas... Les mecs, ils ont ramassé 1,7 milliard, 2 milliards. Allez, 2 milliards de dollars qui ont disparu. Et les mecs, ils se sont achetés des Ferrari, ils ont acheté de l'appartement en Floride avec terrasse sur la mer, enfin bon, le truc, quoi. Et ils se sont versés 150 000 dollars par mois, quoi. C'est classique. C'est le grand classique. Hein, et bien entendu, les danseuses nues et la cocaïne. Moi, je trouve ça, mais de fait qu'on n'en parle pas, c'est extraordinaire. Oui, parce que dans le même temps, le grand public, la personne qui aura été escroquée par ces personnes, si elle avait eu son petit cousin qui était venu le voir en lui disant je veux créer une petite start-up ou tel commerce, quelque chose de physique, de réel, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux m'aider? Le gars lui aurait dit non, hein, je place mon argent chez les gens sérieux. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu comme en Italie. Hein. Là, c'est une info qui est sortie début de ce mois de janvier. Après la nationalisation en douce, en loose day, comme on dit, de la banque italienne, la plus vieille banque du monde italienne, Monte Paschi, c'est une des plus grandes banques italiennes qui va être... Il y a la Unicredit, hein, qui va être nationalisée. Et là, au Portugal... on a la nationalisation de la Novo Banco. Alors, la Novo Banco, c'est quoi? C'est l'ancienne banque du Saint-Esprit. J'invente rien. Hein, c'est la banque du Saint-Esprit. Et là, figurez-vous que 5 milliards d'euros du peuple portugais d'impôts ont déjà été brûlés
pour cette banque Novo Banco, eh bien figurez-vous qu'il va falloir en brûler 5 milliards d'autres, soit au total 10 milliards d'euros qui va être pris à l'argent des Portugais. En fait, au total, 61 milliards d'euros de l'argent des impôts des Espagnols, Portugais, Italiens et Français a été pris juste pour renflouer les banques. Moi, je trouve ça mais absolument scandaleux. Ces banques auraient dû être nationalisées dès le début. Et figurez-vous que les banquiers de la Deutsche Bank ont fait du chantage à la Banque Centrale Européenne, qui du coup a facilité, a allégé les stress tests, parce que les banquiers de la Deutsche Bank ont dit ici... Stress tests qui sont les tests de résistance de banque. Donc, pour voir leur solidité. Voilà, donc ils ont carrément... plutôt que de porter un poids de 200 kilos, vous allez porter 2 kilos. Voilà. Oui, mais l'efficacité du stress test, il faut bien comprendre que c'est comme dans une entreprise, l'efficacité d'évacuation d'une tour en cas d'incendie, où quand tout le monde arrive à 8h du matin, on dit à tout le monde, à 10h on va faire sonner, pour voir si vous êtes prêt à partir et pour compter en combien de temps vous allez évacuer la tour en cas d'incendie. Donc tous les employés sont devant la machine à café, ils foutent rien jusqu'à 10h moins 5, parce que c'est l'événement du jour, et à 10h moins 5, alors ça va sonner quand? T'as pas entendu? Ça va venir. Il est 10h01, ça a toujours pas sonné. Puis tout le monde attend, tout le monde est prêt, puis à 10h02, ça se met à sonner, et tout le monde descend. Et vous avez des gars vachement sérieux qui arrivent en bas. L'efficacité du service de secours est fantastique. Ils ont tout évacué en 7 minutes. Voilà. Donc en cas d'incendie, on met le tampon et voilà. Efficacité. Mais c'est ça le stress test. Puis le jour où il y a le vrai incendie qui arrive, quand tout le monde est occupé à faire à autre chose, la moitié des gens ont les casques sur les oreilles à écouter de la musique. Non mais, je sais pas, c'est quand même incroyable. Alors, donc les traders de la Deutsche Bank ont fait chanter la Banque Centrale Européenne en disant si nous on n'a pas nos bonus de fin d'année, donc de la fin d'année 2016, on balance tout à la presse. Donc du coup, la Banque Centrale Européenne a cédé, Monsieur Draghi a cédé, ils ont allégé les stress tests pour que la Deutsche Bank puisse payer les bonus aux traders de la DB. Mais c'est du... C'est normal. Non mais attends, c'est normal. Mais c'est normal, Pierre. Quand j'ai lu ça, je me dis mais c'est pas vrai. Ils ont un tel pouvoir de chantage. Ils le savaient, donc voilà. Attends, ils arrivent même à faire chanter la Banque Centrale Européenne. Draghi. Ah non mais quand même là, on a poussé le bouchon loin. Mais alors le mieux c'est quand même l'histoire de la Novo Banco. Parce que je vais vous donner le truc. Carlos César. Alors Carlos César, c'est le président du Parti socialiste portugais. Donc c'est l'équivalent de notre Jean-Christophe Cambadélis en France. Alors pour ne pas effrayer le peuple portugais, voici ce qu'il a dit au début janvier. Il a parlé d'une nationalisation temporaire avant de la reprivatiser. Ce qui veut dire, parce que là on touche du doigt la prostitution de l'homme politique socialiste, en fait il dit on nationalise les pertes et quand la banque fera des bénéfices, on va la privatiser. Donc en fait c'est Robin des Bois à l'envers, c'est-à-dire que on prend l'argent des pauvres pour le donner aux riches, quoi. C'est la banque des Robin des Bois inversée. C'est-à-dire, tout à l'heure vous parliez d'inversion, le monde à l'envers. Mais on est dans un monde à l'envers. On est dans un monde à l'envers. C'est tout à fait extraordinaire. Le patron du Parti socialiste qui dit on va nationaliser les pertes et on va privatiser les gains. C'est pas possible. Attends, mais comment est-ce possible C'est comme si Mère Teresa disait je ne m'occupe que des riches. Je ne soigne que les riches, les pauvres ne m'intéressent pas, qu'ils aillent tous crever. Voilà. Crever, ER. Ça s'écrit ER. Oui, on parlait avant de faire l'émission de l'orthographe. Non mais attends, mais c'est... Ouais. Non mais cette information, elle est complètement dingue. Vous l'avez dans Alagara, Daily News, donc c'est une région du Portugal, et vous avez également une partie de... dans le Figaro. Voilà. Donc, le peuple et les retraités seront dépouillés au passage de leurs biens et fortunes, mais ce membre éminent du PS portugais n'en a cure. Il est socialiste, comprenez par là. On prend l'argent des pauvres pour le donner aux riches. Voilà. Eh bien, voilà.
Non, mais je n'aurais jamais, en tant que journaliste, ça fait 30 ans que je suis journaliste, voir un truc pareil d'un socialiste, les bras m'en tombent, comme on dit. Alors Pierre, on a explosé le compteur. Oui, sur CarNews avec Pierre Jovanovic. C'était vraiment une émission exceptionnelle. J'aimerais terminer avec une dernière info. Pour nous faire partager. Alors, le meilleur d'entre nous, la meilleure d'entre nous, cette fois-ci, en info, celle que vous êtes venu avec de très nombreuses dépêches. On peut suivre la revue de presse de Pierre Jovanovic en permanence sur le site quotidien.com. Alors voilà, en fait il y a deux informations parce qu'elles vont ensemble. La nationalisation par le gouvernement italien en douce, donc le 22 décembre de la Monte Paschi, une fois que l'accord de nationalisation a été pris, vous savez ce qu'a fait la banque? Elle a dit finalement nos pertes elles sont pas de 5 milliards mais de 9. Elles sont doublées, voilà. Donc ils vont perdre, ils vont braquer 9 milliards au peuple italien. Alors j'ai fait un rapide calcul uniquement sur 5,5 milliards d'euros qui vont être enlevés au peuple italien. Alors pour que vous vous rendiez compte, parce que la même chose va arriver en France, 5,5 millions d'euros, ça représente 78 millions de journées d'hospitalisation à raison de 70 € de la journée. Ça représente 366 000 voitures de police, de facteurs, d'entretien de route, de forestiers, de gendarmes, etc. Ça représente le salaire sur 3 ans de 76 000 fonctionnaires. Et 11 millions d'aides sociales ponctuelles à 500 €. 458 000 aides sociales sur 1 an à raison de 1 000 € par mois. 18 hôpitaux neufs à raison de 300 millions d'euros par bâtiment. 28 Canadair à raison de 35 millions de pièces. Et alors, ça va vous plaire, 5665 Ferrari F430 Spider décapotables de 2008 à raison de 176 000 € pièce. Parce que je sais qu'il y a des amateurs à la boule de Ferrari. J'ai entendu le moteur là tout à l'heure d'une Ferrari qui tournait sur... voilà. Et pour ceux qui n'ont que la Xbox, la Ferrari dans la Xbox One, ça représente 19 millions de Xbox One que l'État italien aurait pu offrir à tous les enfants d'Italie. Voilà ce que représente la somme 5,5 milliards qui est prise au peuple italien pour sauver l'escroquerie de la banque Monte Paschi. C'est quand même incroyable. Et quand on met à 8,8 milliards, eh bien ça représente très précisément 19 millions de Xbox. C'est-à-dire tous les enfants d'Italie auraient pu recevoir en cadeau une Xbox One. Voilà la triste réalité des sauvetages bancaires. Je parle même pas d'hôpitaux, je parle même pas de pauvres, de collèges, de lycées, de professeurs d'université, pour les gens à la retraite, pour les pauvres. Enfin bon, voilà, c'est que pour les banquiers. Aujourd'hui, l'argent des peuples est pris pour la donner aux banquiers. Et je dis à tous les retraités, parce que je sais qu'il y en a beaucoup ici, faites très attention à votre argent. Et surtout, ne croyez pas aux promesses des candidats. Vous finirez en slip si vous ne faites pas attention. Vous avez une seconde information liée à celle-ci. Alors, la seconde information, oui, c'est celle-là, en fait, elle était juste en tout, pardon. C'est que la grande leçon qu'on peut tirer de ça, et ça, là, je m'adresse à tous les professions libérales, aux chefs d'entreprise, qui ont ce qu'on appelle des comptables ou des commissaires aux comptes qui certifient les comptes. Alors, moi, je trouve ça quand même incroyable parce que on a vu au cours de ces 2-3 dernières années, alors notamment avec le PDG de Toshiba. Toshiba, quand Wall Street a explosé en 2009, ils ont truandé leurs comptes en 2009. Ils ont truandé leurs comptes en 2010 en disant bon, l'économie va repartir. Et puis l'économie n'est jamais repartie. Chaque année, ça devenait de pire en pire. Résultat des courses, le truandage qu'ils ont fait de leur bilan, chaque année, devenait de pire en pire. La souris s'est transformée en éléphant. Au point que le patron de Toshiba a été obligé de présenter ses excuses au peuple japonais. Et ce qu'on sait... Alors, 5 milliards de valeur boursière a disparu des comptes Toshiba quand même. Ce qu'on a vu, c'est que les commissaires aux comptes ont signé les comptes bidons de William Saurin, ça c'est en France, la société William Saurin. Ils ont signé, oui, absolument. Les commissaires aux comptes ont validé les comptes de la banque Monte Paschi
alors que les comptes sont bidonnés depuis 8 ans, les comptes de Enron, les comptes de la Lehman Brothers, les comptes de Madoff, les comptes de Crédit Lyonnais, les comptes de Platinum Partners, bref. Vous pouvez acheter votre commissaire au compte, il suffit d'y mettre les prix. C'est une question de millions. Voilà, c'est ce qu'on voit. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur quotidien.com, mais ça montre bien aujourd'hui la pression. C'est-à-dire que si vous êtes un petit, non seulement vous êtes matraqué par les impôts, les huissiers sont à votre porte, etc. Mais si vous êtes une multinationale et que vous avez surtout des filiales, alors là, vous pouvez faire tourner vos pertes sur toutes les filiales et payer les commissaires au compte pour qu'ils valident vos comptes bidonnés. Ça, c'est surtout la triste réalité. Eh bien, voilà. Eh bien, on dit merci à tous ceux qui nous ont suivis en tout ce temps, cher Pierre. On était avec Pierre Jovanovic pour cette émission vraiment exceptionnelle. Cette grande émission bilan, finalement, pour parler de l'année 2016 et de l'année 2017. 2017 risque d'être vraiment d'une année vraiment particulière. Mais on va en reparler. Ça va être quand même une année de révolte contre les médias. Je pense que le peuple aujourd'hui ne respecte plus les journalistes qui leur ont passé leur temps des années à leur mentir chaque jour. Pierre Jovanovic, c'était donc une émission exceptionnelle. Merci Pierre, à bientôt. Merci à vous, merci à tous les auditeurs. Je vous embrasse et je vous souhaite malgré tout une magnifique année et extrêmement prospère et beaucoup de santé.